Bonjour, je m'appelle Michèle Sirois et je suis très heureuse de vous accueillir au lancement en ligne de la programmation des activités du programme Avantage 2020-2021. Alors, on le sait, la pandémie a mis fin abruptement à nos activités au printemps dernier. Eh bien, cette année, nous avons décidé de vous présenter une programmation entièrement virtuelle, conférences, ateliers, vous allez voir, nous allons assurément pouvoir encore répondre à vos questions, vous guider vers les meilleures pratiques pour demeurer en santé lorsqu'on vieillit. Alors, au cours de la prochaine heure, nous allons nous asseoir avec le docteur David Lucier qui va justement nous présenter l'ensemble des activités. Et par la suite, eh bien, on va se gâter, on en a parlé. Nous allons nous asseoir avec Madame Jeannette Bertrand, qui va nous faire l'honneur de lire quelques extraits coup de cœur qu'elle a eus des nombreuses autobiographies qu'elle a reçues suite à son projet Écrire sa vie. Mais pour tout de suite, allons rencontrer la directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui est notre partenaire scientifique au programme Avantage. Alors, bonjour Sylvie Belleville. Donc, vous êtes la directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous êtes également une éminente chercheuse et bien sûr professeure à l'université. Votre centre est donc le partenaire scientifique d'Avantage et on entend souvent à travers les branches que le centre de recherche à l'Institut est un centre très prestigieux. Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes si prestigieux. Écoutez, le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, c'est le plus grand centre en gériatrie, de recherche en gériatrie dans la francophonie. Donc, on est très fiers de ça. C'est un centre qui est vraiment spécialisé pour la recherche en vieillissement. Il comprend presque 60 chercheurs, mais jusqu'à 350 personnes parce qu'il y a évidemment des étudiants, des chercheurs postdoctoraux qui viennent de partout dans le monde. Il y a des professionnels de recherche, toute une équipe qui soutient, d'infrastructures qui soutient les chercheurs. Donc, c'est un centre qui est imposant, qui est important et qui est vraiment à l'avant-garde sur le plan du développement des connaissances en gériatrie et en gérontologie. Alors, nombreuses de vos recherches, que ce que vous avez trouvé au centre, c'est démarqué au niveau mondial. Même vous, Sylvie, je sais là, que vous êtes une chercheuse reconnue et appelée un peu partout sur la planète. Donc, vous ne faites pas que chercher, vous trouvez, et ça, c'est ce qui est bien, et vous avez envie de nous partager les résultats de vos recherches. Hein? L'objectif de tout ça, c'est bien de nous garder en santé le plus longtemps possible. La mission d'un centre de recherche comme la nôtre, c'est vraiment de faire avancer les connaissances pour relever les défis du vieillissement, puis pour aussi bien connaître c'est quoi qui fait qu'on vieillit en bonne santé. Et les chercheurs, c'est sûr qu'ils cherchent, mais l'objectif ultime, c'est de faire une différence. Et pour faire une différence, il faut qu'on puisse transmettre aussi nos connaissances vers les cliniciens, mais aussi vers la population. Et c'est le cadeau que vous nous faites parce que à Avantage, la plupart des conférences, les ateliers, en fait, toutes les activités sont vraiment vous nous communiquez le fruit le résultat de vos recherches. Et grâce à vous, vous pouvez justement nous permettre d'adopter de meilleures habitudes de vie dans bien des cas. Vous avez rajouté un onglet à votre site web durant la pandémie, parce que bon, c'est un site là, où on peut voir les recherches de votre équipe, mais vous avez décidé de vous tourner aussi vers le grand public via votre site web. Oui, parce qu'on a été très préoccupés par le bien-être des aînés pendant le confinement. Et on a voulu leur offrir un peu nos connaissances parce qu'on se disait, nos aînés, ils ont beaucoup contribué à l'avancement de la recherche et ils sont chez eux, ils ont probablement plein de questions. Peut-être voilà une occasion intéressante de leur transmettre et puis de leur donner en retour un peu de nos connaissances. Donc, ça, c'est une initiative de Chantal Dumoulin et il y a des conférences qui sont offertes sur notre site web. C'est un peu complémentaire à ce que fait Avantage parce qu'Avantage est un formidable partenaire. On est tellement heureux d'avoir un véhicule comme ça qui nous permet d'aller jusqu'au bout du travail de recherche. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, quand on fait un travail de recherche, on n'est pas rendu on n'a pas fini notre travail tant que c'est pas rendu
vers l'utilisateur, tant qu'on n'a pas eu un impact sur les gens qui doivent bénéficier des résultats de nos travaux. Tant qu'il n'y a pas eu un changement, comme vous nous avez dit au début de l'entrevue. Donc, j'encourage les gens à aller voir sur votre site. On va voir l'onglet, là, ce sont des capsules. C'est des conférences, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on peut arrêter la conférence, reculer, dire est-ce que j'ai bien compris, puis retourner. Alors, on y va à notre rythme. Alors, merci pour l'initiative. Et puis, bien sûr, les conférences que Dr. Lucier va nous présenter dans la programmation un petit peu plus tard. Il y a plusieurs conférences qui vont être offertes justement par un de vos chercheurs de votre équipe. Sylvie, merci infiniment. Merci de votre vision. Merci de votre bienveillance. Merci de prendre soin de nous et on a hâte d'entendre le résultat de vos recherches. Merci à vous. Alors, on rejoint maintenant le médecin gériatre David Lucier. Bonjour, docteur Lucier. Bonjour, Michel. Alors, docteur Lucier, je rappelle aux gens, parce qu'on vous voit souvent quand on se déplace pour venir écouter les conférences, vous êtes toujours là en début de conférence. Donc, je rappelle aux gens que vous êtes médecin à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous êtes en fait le directeur scientifique de la clinique de la gestion de la douleur chronique et vous êtes le directeur scientifique du programme Avantage. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je vous ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu la pandémie au printemps et tout. D'abord, j'ai envie de vous demander comment ça va. Moi, ça va bien. On sait que j'ai été, plusieurs gens ont entendu que j'avais été aussi malade là, avec la COVID au mois d'avril-mai. Mais ça a été quelques semaines à la maison, mais pas trop de symptômes, donc ça a bien été. Puis il faut dire que aussi à l'Institut de gériatrie ici, ça va beaucoup mieux. On a eu une période difficile aussi au printemps. Ça aussi, je crois que les gens en ont entendu parler, mais maintenant, depuis plusieurs mois, donc depuis début juillet, là, tout est sous contrôle. On s'est débarrassé de toute la COVID qu'il y avait dans nos locaux, dans nos unités. Et maintenant, là, les soins ont repris leur cours normal, évidemment avec toutes les précautions nécessaires pour éviter que ça reprenne. Mais on diminue quand même beaucoup toutes les visites, les personnes qui peuvent venir à l'intérieur des lieux. Donc, c'est pour ça, entre autres, là, qu'il faut faire notre saison virtuelle. Bon, mais en tout cas, je suis contente d'entendre ces nouvelles-là. Avant d'aller à la programmation proprement dite, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un conseil à nous donner pour qu'on tienne bon? Parce que là, aujourd'hui, on enregistre, nous sommes le 10 septembre. Bon, les gens nous écoutent une semaine plus tard, mais à ce jour-là, on entend que les gens sont un peu las de toutes les contraintes qu'amène la pandémie. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à nous donner comme espoir ou comme conseil? C'est certain que c'est difficile pour beaucoup de gens. Quand on nous a annoncé ça en mars, quoi, qu'on s'est préparé pour un 200 mètres, hein, une course de 200 mètres, puis rendu à la fin, on s'est fait dire que finalement, non, c'est pas un 200 mètres, c'est un marathon. Donc, vous devez continuer encore. Ça, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de vivre ça, de continuer encore à faire attention. On a eu une période un peu plus tranquille cet été. C'est certain qu'avec l'automne, quand on va s'encabaner, on entre plus à l'intérieur. C'est là qu'ils vont être les moments difficiles. Je crois que les gens ont été très résilients au printemps. Il faut continuer de la même façon, même si c'est pas facile. Ce qui est important, c'est de continuer à rester actif, continuer à se stimuler cognitivement, continuer à faire de l'exercice autant qu'on le peut, même si c'est à l'intérieur. Donc, toutes les activités davantage qui vont être virtuelles cette année, c'est une excellente façon là, de rester actif physiquement puis cognitivement en participant aux conférences. Bien, alors justement, regardons cette programmation que vous nous avez préparée. Je sais que vous avez des diapositives à nous présenter. Donc oui, ça me fait plaisir de présenter notre programmation 2020-2021 davantage. Il a fallu s'adapter, tout faire en virtuel parce qu'on ne peut pas faire des rencontres de plusieurs personnes dans un même lieu physique. Donc, on espère que les gens vont vraiment participer de façon virtuelle à nos activités parce que c'est vraiment une excellente façon de rester actif cognitivement et de rester informé pendant la pandémie. Donc, toutes nos téléconférences, toutes nos conférences seront faites en Zoom. Donc, Zoom, c'est une application qu'on peut télécharger facilement, qu'on peut utiliser sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser cette application. On peut le télécharger là, si on le veut, dans le module de téléchargement de notre appareil électronique
pour pouvoir écouter les conférences en Zoom. Si vous voulez le faire, si vous ne savez pas comment le faire, on vous fait trouver la façon de le faire sur notre site web au centreavantage.ca. C'est bien expliqué. Même moi, j'ai compris. Alors, ça va bien. Excellent. Mais on n'a pas besoin non plus d'application. On peut seulement aller sur Internet là, au Zoom, le ZOOM, puis on va le trouver facilement pour savoir comment y accéder. Donc, en 2020-2021, même si on est en virtuel, on a quand même plusieurs activités qui vont être disponibles. On va avoir 10 conférences, qui est l'équivalent de ce qu'on a habituellement en termes de conférences, sauf que cette année, ça va être de façon virtuelle. On va aussi avoir 13 conférenciers en tournée. Donc, ça, c'est des conférences qui vont être la plupart du temps aussi en virtuel, mais fait pour des organismes ou des organisations qui sont à l'extérieur de nos murs. On a 4 ateliers dont je vais parler dans une minute. On a aussi 4 livres, les mêmes livres qu'on avait auparavant, les 3 mêmes livres, donc l'incontinence urinaire, le livre Vieillir en santé et le livre Yoga pour soi. Et on a aussi un nouveau livre qui va être lancé en octobre, dont on va reparler plus tard, qui est sur le devenir proche aidant. Les ateliers, je le disais, on a 4 ateliers différents. Donc, le premier atelier, c'est un atelier sur les difficultés à entendre. Donc, c'est vraiment un atelier qui est fait pour les gens qui ont des problèmes d'audition. C'est un atelier qui est particulier parce qu'il se fait en couple, que ce soit un couple qui est marié ou un couple d'amis, de proches. Donc, la personne qui a des difficultés à entendre et son proche, et Dr. Jean-Pierre Gagné, qui est un des chercheurs au centre de recherche de l'Institut de gériatrie, qui va présenter des trucs pour faciliter la compréhension et la communication avec une personne qui a des difficultés à entendre. Docteur Lucier, je vous demande la différence entre une conférence qu'on va écouter sur Zoom et un atelier. La conférence, c'est vraiment un conférencier qui est là. Il peut y avoir jusqu'à 250 personnes là, qui peuvent l'écouter sur Zoom. Alors qu'à l'atelier, c'est quelque chose qui est plus interactif. On va avoir un plus petit groupe. Ça va aussi être en Zoom cette année, mais ça va être un plus petit groupe. C'est beaucoup plus interactif entre la personne qui donne l'atelier et les participants à l'atelier. Donc, alors qu'une conférence, on est assis et on écoute la conférence, l'atelier, c'est beaucoup plus participatif et c'est vraiment pour des personnes qui sont intéressées de façon plus spécifique là, par le sujet qui est discuté dans l'atelier. Très bien. Donc, là, on a notre atelier de yoga adapté qui est toujours très populaire, qui peut être fait soit sur chaise pour les personnes qui ont de la difficulté à le faire sur un tapis de façon traditionnelle et qui peut être fait aussi sur tapis pour les personnes qui sont capables de le faire. Ces ateliers-là durent 1 heure. C'est vraiment des ateliers qui peuvent permettre c'est des exercices, des postures qui peuvent permettre d'améliorer la relaxation, la respiration, la posture. Donc, il y a vraiment plusieurs bénéfices et c'est toujours un atelier qui est très apprécié par les participants. C'est certain que ça va être une adaptation de le faire en virtuel, mais c'est quelque chose qui pourrait être très apprécié, je crois, quand même en virtuel. On a aussi cette année une nouvelle forme de yoga qui est le yoga nidra. C'est un atelier qui est d'une durée plus courte de 30 minutes seulement et on définit le yoga nidra comme le yoga du sommeil conscient. Donc, c'est une forme différente de yoga. Les gens qui veulent l'essayer peuvent le faire. C'est des séances de 30 minutes, donc un peu plus court que le yoga traditionnel. On a aussi l'atelier pour combattre l'insomnie. Donc, on sait que l'insomnie, c'est un problème fréquent chez les aînés. Cet atelier-là va donner plusieurs techniques, plusieurs trucs pour combattre l'insomnie. Donc, c'est comment éviter les médicaments, finalement, comment bien dormir sans prendre de médicaments. C'est vraiment ce qui est enseigné dans ces ateliers-là, entre autres par la thérapie cognitivo-comportementale et la relaxation, changer les croyances, les pensées nuisibles et vraiment savoir quoi faire si on a de la difficulté à s'endormir. Donc ça, c'est les 4 ateliers qui sont disponibles pour la saison 2020-2021. Alors, on va s'inscrire via le site, j'imagine, de avantage.ca. Effectivement, puis on peut déjà commencer à s'inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes, puis ça va commencer là, dans les prochaines semaines. Vous allez avoir toutes ces informations-là sur le site Internet. On a les 10 conférences. Donc, la première conférence, c'est par une personne dont on a déjà vu la binette. C'est une conférence, celle-là, qui est donnée en collaboration avec les Belles Soirées de l'Université de Montréal. Donc, les Belles Soirées, c'est des conférences qui sont données par l'Université de Montréal cette année. Ce sera aussi en virtuel. C'est une collaboration qu'on a avec eux depuis plusieurs années. On a 2 conférences qui sont données en partenariat avec les Belles Soirées. La différence avec les conférences
des belles soirées et nos conférences, c'est que ces conférences-là ne sont pas gratuites, donc il faut s'inscrire auprès des belles soirées. On voit le site à l'écran ici et il y a un tarif là, de 15 $ qu'il faut payer pour y assister cette année en virtuel. Donc, la première conférence qu'on a, c'est moi qui la donnerai le 21 octobre à 14 h. C'est une conférence sur la douleur chronique, donc comment s'adapter à la douleur chronique, comment on peut gérer la douleur chronique quand on est un aîné, que ce soit par des médicaments, les approches de physiothérapie, les infiltrations, la chirurgie, les approches psychologiques. Donc, on va discuter de tout ça durant cette conférence-là le 21 octobre. C'est important de s'inscrire pour cela sur le site Internet des Belles Soirées. Et c'est d'une durée de 120 minutes, donc qui est plus longue aussi que nos conférences habituelles. La prochaine, c'est le 5 novembre à 14 h. C'est une conférence sur comment devenir proche aidant pour quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs. On sait que les personnes qui ont des troubles cognitifs peuvent poser plusieurs défis pour leurs proches aidants, que ce soit au niveau de la réassurance, de la réorientation, des soins quotidiens, comment aborder la gestion des symptômes si quelqu'un commence à avoir de l'agitation, par exemple, même les aspects de l'hébergement, les aspects légaux, c'est tous des aspects différents qui seront discutés par Dr. Marie-Jeanne Kergoat, qui est gériatre et qui est la directrice de notre département de gériatrie au CIUS du Centre-Sud. On va aussi procéder durant cette conférence-là à un lancement virtuel d'un livre que Dr. Kergoat a écrit en collaboration avec une autre gériatre, Dr. Judith Latour, et avec Karine Thorne, qui est une infirmière clinicienne. Donc, le livre qui est justement sur ce sujet, devenir proche aidant, maladie d'Alzheimer et autres troubles cognitifs. Donc, ça, c'est le 5 novembre à 14 h. On sait que souvent, c'est difficile pour les gens qui sont proches aidants d'une personne avec une maladie d'Alzheimer de se déplacer l'après-midi pour assister à une conférence. Donc, ce sera d'autant plus facile cette année que ce sera en virtuel. Le 26 novembre, encore à 14 h, c'est notre autre conférence en collaboration avec les Belles Soirées de l'Université de Montréal. Donc, celle-là aussi sera d'une durée de 120 minutes. Il faut s'inscrire à l'avance et il y a des coûts d'inscription de 15 $. Celle-là est donnée par Dr. Tien Tan Dang Vu, qui est un neurologue, chercheur, directeur adjoint à la recherche clinique à notre centre de recherche. Donc, ça portera sur le sommeil, mais aussi sur les liens entre le sommeil et la mémoire. On sait que le sommeil a des impacts importants là, sur notre santé, aussi bien physique que mentale. Mais on sait de plus en plus aussi que le sommeil ou les troubles de sommeil peuvent avoir des impacts négatifs sur la mémoire. Donc, ce sera discuté durant cette conférence-là là, par Dr. Dang Vu le 26 novembre. Le 10 décembre, à 14 h, Dr. Benjamin Boller, qui est un chercheur au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie, va nous parler des impacts des dimensions psychologiques, surtout la perception du vieillissement sur la qualité de vie. Par exemple, quels que sont les effets de la stigmatisation puis de la retraite sur la cognition, quels facteurs peuvent moduler les effets du vieillissement sur le cerveau, comment améliorer tous ces aspects-là du vieillissement. Donc, vieillir, ça change une vie. Ce sera le 10 décembre à 14 h. Ça, c'est passionnant. Je pense qu'on n'a jamais touché à ce sujet-là, hein, docteur? Non, non, c'est un sujet différent et c'est aussi une demande. On fait à chaque année des sondages auprès des personnes qui participent aux conférences. Puis c'est une demande qui avait été faite souvent par les gens. Et cette conférence-là, il faut le dire, sera aussi donnée en partenariat avec l'Observatoire Vieillissement Société, là, qui est un de nos partenaires depuis longtemps à Avantage. On passe les fêtes du Nouvel An et on est rendu le 11 février 2021, donc à 14 h. Cette fois-ci, on va parler de déprescription. C'est un terme qu'on entend beaucoup aussi. On sait que les aînés prennent souvent plusieurs médicaments. Si on prend plusieurs médicaments, on peut avoir plusieurs effets indésirables de ces médicaments-là. Donc, c'est Louise Papillon-Ferland, qui est une pharmacienne à l'Institut de gériatrie, qui est aussi un professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, qui va nous parler des médicaments qu'on prend quand on vieillit. Parler de la déprescription. Est-ce qu'il y a certains médicaments qui sont moins utiles en vieillissement? Est-ce que je peux arrêter ces médicaments-là par moi-même? Est-ce que je devrais en discuter avec mon médecin ou mon pharmacien? C'est des aspects-là qui seront abordés durant la conférence du 11 février. Le 22 mars, un sujet aussi qui est très à la mode à 14 h, c'est Dr. Nathalie Bière puis Dr. Maxime Lucier qui vont nous parler des nouvelles technologies pour bien vieillir chez soi.
On sait qu'il y a plusieurs technologies qui peuvent nous aider à rester à la maison, qui peuvent favoriser le maintien à domicile en nous aidant avec les activités de la vie quotidienne, avec les activités de la vie domestique, qui peuvent augmenter la sécurité aussi à la maison. Donc, cette conférence-là va vraiment faire le tour des différentes technologies qui sont disponibles, lesquelles sont utiles et comment ça peut nous aider et comment on peut se les procurer pour améliorer notre qualité de vie et notre fonctionnement. L'autre conférence du 22 avril, c'est aussi une conférence qui est présentée en collaboration avec l'Observatoire Vieillissement Société. Ça aussi, c'est un sujet qui nous a souvent été demandé. Ce sera sur l'économie du vieillissement. Donc, on parle souvent que, par exemple, les personnes âgées coûtent cher à la société, qu'on dépense beaucoup pour les aînés. Donc, ça va vraiment être un sujet qui va être abordé durant cette conférence-là. L'économie du vieillissement, mais aussi la sécurité financière, les pauvretés chez les aînés. Ces deux chercheurs-là associés à notre centre de recherche et Dr. Pierre-Carl Michaud, qui est un économiste, est aussi associé au HEC. Donc, ça va être une conférence là, sur un sujet qui est aussi très demandé et très intéressant. Le 20 mai, et si on vous prescrivait une visite au musée, Dr. Gonia Jarema, qui est une chercheure aussi à notre centre de recherche et qui s'intéresse à l'effet bénéfique des activités comme des visites au musée. On a entendu parler il y a quelques années qu'il y avait un partenariat là, de certaines associations avec le Musée des Beaux-Arts où on pouvait prescrire une visite au musée aux aînés parce que cette visite-là, cette activité-là peut avoir plusieurs effets bénéfiques pour les gens. Donc, Dr. Jarema va vraiment nous présenter l'impact de différentes formes d'art sur le bien-être physique et mental des aînés. C'est bien parce qu'on avait une bonne idée que oui, l'art peut faire du bien, mais là, quand une chercheuse s'y penche et arrive avec des résultats ou des hypothèses, ça donne encore plus de coffre à tout ça. Effectivement, puis elle va aussi nous expliquer comment on peut adapter les musées pour que l'expérience soit plus facile et plus agréable pour les aînés. Puis en fait, le 17 juin, on va revenir sur la COVID, entre autres. On va parler de l'isolement social, de la détresse psychologique et de l'adhésion ou la non-adhésion aux consignes de distanciation sociale chez les aînés pendant la pandémie de la COVID-19. On espère que tout ça sera le plus possible derrière nous, rendu à ce moment-là, en juin 2021, donc maintenant dans plus que 6 mois. Donc, on a 2 psychologues, des chercheurs qui sont à notre centre de recherche, Dr. Jean-Philippe Gouin et puis Dr. Sébastien Grenier, qui vont parler là, de l'isolement social, de détresse psychologique, entre autres, durant la COVID-19. On sait qu'on a une banque de participants. Ça faisait le tour un peu des conférences qu'on va avoir cette année. On sait qu'on a une banque de participants au centre de recherche. Il y a plusieurs projets de recherche qui se poursuivent même pendant la pandémie, parfois de façon différente parce qu'évidemment, il faut limiter les interactions et les contacts entre les gens. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à des études du centre de recherche, on peut s'inscrire à la banque de participants. On a les coordonnées ici à l'écran là, pour savoir comment on peut communiquer avec les gens responsables de cette banque. Moi, j'ai entendu dire que vous preniez grand soin de vos participants à vos recherches. C'est quelque chose qui m'est souvent revenu aux oreilles. Effectivement, puis participer à la recherche, c'est aussi une activité qui est stimulante. C'est une activité qui va stimuler nos fonctions cognitives. Il y a des travaux de recherche qui sont sur l'exercice physique. Donc, en participant à des projets de recherche, on le fait évidemment pour le bien des autres, parce que ces projets de recherche peuvent apporter des résultats qui vont aider d'autres personnes, mais ça peut aussi être bénéfique pour la personne qui y participe. Donc, ça fait le tour de notre saison. On a parlé des livres, on a parlé des ateliers, on a parlé des 10 conférences qui seront présentées cette année en virtuel. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web, le centreavantage.ca, et aussi sur notre page Facebook. Puis j'invite vraiment les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook à le faire parce qu'on donne beaucoup d'informations sur nos activités sur la page Facebook. On peut aussi s'abonner à notre infolettre. L'infolettre qui est envoyée environ une fois par mois là, va donner des informations sur les activités d'Avantage, mais aussi sur d'autres informations intéressantes là, sur le vieillissement, sur le centre de recherche. Et évidemment, on a nos mêmes partenaires habituels, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal, qui est l'établissement dont fait partie l'Institut de gériatrie. La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, je vous invite aussi
à vous abonner à la page Facebook de la Fondation de l'Institut de gériatrie parce qu'il y a là aussi beaucoup d'activités, mais d'informations intéressantes sur le vieillissement. Un partenariat aussi avec les Belles Soirées de l'Université de Montréal, dont on a déjà parlé. Le Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal, parce qu'on sait qu'Avantage, c'est une composante du Centre de recherche, et le groupe Maurice, qui est un de nos commanditaires principaux là, pour toutes les activités d'Avantage. Alors, super. Et puis, moi, j'encourage les gens à aller souvent sur le site Avantage ou sur la page Facebook parce que je sais qu'il va peut-être y avoir des surprises en cours d'année, des choses qu'on n'a pas annoncées aujourd'hui. Et il pourrait y avoir, on pourrait encore bonifier notre offre de conférences ou de capsules. Effectivement, on a aussi plusieurs conférences qui sont sur notre chaîne YouTube. Toutes les conférences qui ont été données dans les dernières années. Donc, on a une 40aine de conférences sur la chaîne YouTube sur des sujets très variés. Et même si la conférence a été donnée il y a 1 an ou 2 ans, ça reste souvent quelque chose qui peut être d'actualité et qui n'est pas dépassé. Donc, si on a beaucoup de temps libre, si on essaie de ne pas sortir de la maison pour pas trop s'exposer à la COVID-19, c'est vraiment une très bonne façon là, de passer du temps, du bon temps, tout en s'instruisant, puis tout en améliorant là, nos fonctions cognitives et physiques. Donc, c'est vraiment, je crois qu'on a vraiment une offre d'activités intéressantes là, à faire aussi en virtuel. On a hâte de retrouver les gens en personne, mais probablement qu'il faudra attendre au moins là, jusqu'à l'automne 2021 pour le faire. En tout cas, la programmation est très intéressante. Je pense que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont connaître comment Zoom fonctionne à la fin de la programmation. Oui, je crois que les gens sont devenus des experts de Zoom pendant cette pandémie. Donc, on espère que nos participants puis nos fidèles abonnés vont aussi devenir des experts de Zoom là, dans les prochains mois. Je suis persuadée. Docteur Lucier, si vous voulez bien, maintenant, on va se déplacer parce que c'est maintenant qu'on va aller conclure le magnifique projet que Jeannette Bertrand vous a proposé au début de la pandémie, donc le projet Écrire sa vie. Jeannette nous a proposé 8 capsules pour nous guider sur comment écrire son autobiographie. Elle nous a dit, il n'y a pas de vie plate. Commencez à écrire, vous allez voir, c'est intéressant. Et là, on va aller s'asseoir avec elle parce que Jeannette elle a reçu plus de 500 autobiographies. On avait demandé aux gens d'envoyer leurs textes. Et bien sûr, Jeannette a eu plusieurs coups de cœur, mais il a fallu choisir et elle a choisi 11 extraits. Et vous et moi, on s'en va s'asseoir avec elle. On s'en va l'écouter, lire les extraits et les commenter. Excellent, merci beaucoup. Voici un extrait d'une lettre que Jeannette Bertrand a reçue dans le cadre du projet Écrire sa vie. Chère Jeannette, vous m'êtes d'une aide précieuse. En parlant de mes peurs, c'est pas possible de découvrir tout ce que j'ai caché dans mon sac à dos. En écrivant ces lignes, je pleure et je pleure, comme je n'ai jamais pleuré de ma vie. Faut pas pleurer, me disait ma mère. Bienvenue à cette 5e et dernière émission d'Écrire sa vie. Et comme promis, je suis en compagnie de celle qui a vraiment permis à de nombreuses personnes au Québec et au-delà des frontières de libérer leurs paroles grâce à l'autobiographie. Merci, Jeannette Bertrand. Merci de m'inviter. Ça a dépassé toutes mes espérances. Hein? Dr David Lucier, qui était était tout à côté de moi tout ce temps-là. On n'est pas seul. Moralement. Et effectivement, on n'est pas seul. Jeannette, on a invité un homme avec nous. Alors, bonjour, Dr David Lucier. Bonjour. On s'est rencontrés souvent au cours de mon émission Air Libre. Je rappelle aux gens que vous êtes le directeur scientifique du Centre Avantage. Donc, le Centre Avantage, vous avez su saisir, malgré le fait que vous étiez en plein cœur de pandémie, vous aviez beaucoup de malades, de patients à soigner. Il y a Jeannette Bertrand qui vous a appelé un matin. Puis comment ça s'est passé? Là? Comment vous avez saisi qu'il y avait un succès là, avec ce projet-là? Bien, on m'a appelé le samedi après-midi, en fait, le samedi avant Pâques, donc autour du 5 avril, quelque chose comme ça, pour dire, j'ai une idée. Je voudrais qu'on demande aux gens d'écrire leur autobiographie. Je voudrais donner des cours d'autobiographie pour que les gens puissent raconter leur vie. C'était vraiment ça, c'était vraiment le but d'aider, puis de se sentir utile, puis de vraiment aider les aînés qui étaient en confinement à ce moment-là à faire quelque chose. Puis elle dit, il me semble que c'est une période pour réfléchir sur sa vie, c'est une période pour faire un retour sur soi, et donc je veux les aider en donnant des cours d'autobiographie. Puis moi, j'ai dit, bien là, une autobiographie, on pourrait leur dire, racontez un moment de votre vie.
Ce serait assez. Elle dit non, 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 non. C'est pas ça le projet. Non, pas ça. C'est d'écrire toute leur vie. Toute leur vie, puis on était bien guidés à travers toutes les capsules. Et c'est comme ça que vous avez décidé de mettre de tourner les capsules, de les mettre sur le site Web. Et là, c'est là que MaTV, on s'est dit, ben voilà, on va essayer de l'offrir aux gens qui n'ont pas accès au Web. Mais Jeannette, êtes-vous surprise encore du succès là, que vous... Parce que vous avez reçu au-delà de 500 autobiographies cet été. Vous les avez toutes lues. Je les ai toutes lues et ça a été un plaisir. Vraiment, ça n'a pas été une corvée. À chaque fois, c'est comme si je lisais un livre, un roman. Puis je me disais, oh, un autre. Puis là, j'en prenais un autre. Puis c'est notre histoire du Québec. De 1925, date de ma naissance, à aujourd'hui, qui est-ce qui a écrit l'histoire? D'où on vient vraiment? Et j'étais contente que les régions, les fameuses régions qu'on veut toujours rejoindre, ben elles sont venues, les régions, à moi. Et des villes que je connaissais pas, des petites villes, des villages dont j'ai jamais entendu parler, et ils me racontaient comment leurs parents, ça a été difficile pour eux autres. Oui. Les âges, c'est entre 65 et 75 à peu près. Oui. Ben, il y en a de plus jeunes, puis il y en a de plus vieux. Mais c'est l'âge là, où on a... Mais moi, je saute sur ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est l'histoire du Québec qui vient d'être écrite. D'où on vient. Et justement, puis ça vous a donné une autre idée. Vous avez appelé encore le docteur Lucier, je pense. Oui. Vous avez dit, on n'arrête pas ça là. Moi, j'aurais une idée, là. Là, il y a des pages d'histoire qui se sont écrites. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite du projet, là? Bien, il y a plusieurs suites, mais une qui est vraiment intéressante, c'est que Mme Bertrand a dit on ne peut pas laisser ça là, justement parce que c'est l'histoire du Québec. C'est précieux d'avoir tous ces témoignages-là. Puis moi, pour un peu ajouter à ce qu'elle dit, c'est qu'on lit beaucoup de biographies ou d'autobiographies de personnes célèbres, mais de personnes, ce que j'appellerais, sans que ce soit péjoratif, le vrai monde, on ne le lit pas habituellement. Non. C'est ce qui est fascinant. Et donc, l'idée qu'elle a eue, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit perdu. Il fallait que ce soit gardé comme histoire du Québec, d'où son idée d'approcher le musée de la civilisation à Québec. J'ai téléphoné. Et en me disant, je pensais connaître quelqu'un, le directeur. Il était changé, c'était un autre. En fin de compte, j'ai été très bien reçue. Et ils font un projet à Québec, au Musée de la civilisation, qui va être... c'est ça, il y a une collaboration qui a été établie parce que c'est le mandat du Musée de la civilisation d'être un peu la mémoire du Québec, donc pour archiver ces autobiographies. Parlons-en des autobiographies. Vous avez eu de nombreux coups de cœur, Jeannette. Là, aujourd'hui, on fait une émission de 28 minutes. Il a fallu en choisir, c'est très difficile. On va en lire, je sais que sur le Centre Avantage, on va en lire d'autres, mais j'aurais envie qu'on plonge tout de suite dans le premier texte que vous avez choisi, justement. Marie-France, qui écrit « La peur envahit très tôt ma vie et ne me quittera pas en cours de route. Lorsque j'essaie de me souvenir de mon enfance ou de moi, petite fille, je me vois vers 6 ans et demi jouant à la mer pour le vrai avec ma petite sœur, encore trop petite. J'étais moi-même trop petite, les épaules trop étroites pour porter cette charge, pas du tout prête pour le jeu de grandes personnes. Sous les reproches répétés, malgré tous les efforts pour faire de mon mieux, je refoulais ma peine et mes pleurs, je me repliais sur moi-même. J'ai mémoire de souffrir affreusement de la gorge, surtout la nuit, en me payant des amygdalites à répétition. Je sais maintenant que le blocage provenait du trop-plein, de tout ce que je ne pouvais dire ou faire. Pour continuer à vivre tant bien que mal, mon corps a souvent souffert, me donnant ainsi une petite chance de récupérer mes forces. Je me sentais très diminuée quand on me frappait à coups de ceinture de cuir ou de tumouches. J'ai appris que les tumouches, c'était vraiment avec ça qu'on battait les enfants. Il fallait que ma mère soit au bout de son rouleau pour en arriver là. Elle devenait presque hystérique. J'avais une peur bleue des reproches, surtout lorsque je ne les méritais pas. Mais étant l'aîné de la famille, il allait de soi de subir les coups pour sauver frères et sœurs. Le mot est lancé, je me sentais responsable de tous et chacun à 6 ans et demi, en essayant de conserver l'harmonie autour de moi, ma façon d'assainir l'air pour mieux respirer, afin de survivre. C'est inouï le nombre de... On battait les enfants. Les pères battaient les enfants, les mères battaient les enfants.
quand tu as 21 enfants, 18, 15, 16, je pense que tu en arrives à bout d'arguments, de prendre la strap, comme disait mon père, et de battre les enfants. Ça, c'est une chose qui a été très oubliée. Il n'y a pas si longtemps, nous étions des batteurs d'enfants. C'est puissant. Ah oui. Jeannette, je vois le temps passer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, docteur Lucier. Je pense que le texte parle par lui-même. Le texte Oui. parle par lui-même. Oui, une autre. On va aller avec un autre plus court et on va se rappeler à quel point la religion prenait beaucoup de place. Oui. Monsieur le curé, il lui répond, « Bonjour ma fille, la raison de notre rencontre, c'est que je dois t'informer de ton devoir d'épouse. Tu sais que tu dois obéissance et soumission à ton époux. Tu dois aussi faire ton devoir d'épouse, ne pas refuser d'avoir des relations avec ton époux, ne pas empêcher la famille et accueillir tous les enfants que tu auras et bien les aimer. Je te souhaite beaucoup de bonheur et bonne chance. » Je tremblais de tout mon corps. C'est ça le mariage que j'ai dit à mon père en sortant de la sacristie, la voix cassée. Fais-toi-en pas avec ça, c'est juste des mots. Ça va bien aller, ma fille. Alors, on se mariait pour être soumise à son mari. Alors, on partait de familles nombreuses où on sent qu'il y avait souvent de la violence parce que, comme elle disait dans le premier texte, les mères devenaient hystériques, là, Oui. j'imagine, avec trop d'enfants. Avec trop d'enfants. Et après ça, on s'en allait se marier et Pour refaire. C'est pour ça qu'il y a eu, à cette époque-là, beaucoup de filles qui sont rentrées en religion. C'était, moi, j'ai une de mes cousines, ils étaient 5 filles, 5 sœurs sur 10 filles qui sont rentrées chez les sœurs pour ne pas faire comme leur mère. ben oui, pour garder une certaine liberté, Pour finalement. garder une certaine liberté. Oui. Alors, il y a eu beaucoup dans notre histoire, il y a beaucoup eu de cette histoire. C'était très touchant, celui que vous venez de lire. Moi, j'ai lu au complet, là, puis Oui. on le voit, c'était une petite fille toute jeune qui est allée travailler dans le bois avec son mari, puis elle voulait revenir auprès de ses parents, puis elle est obligée de rester dans le bois comme cuisinière, être cuisinière, je sais pas. Oui. C'est fou, comme si C'est on était... l'homme qui décidait de tout. Or, à cette époque-là, les hommes étaient un peu moins instruits que les filles. Pourquoi? Tout simplement parce que les parents en avaient besoin. Quand tu as 12 enfants à nourrir, il faut quelqu'un qui traite la vache. Puis il faut quelqu'un qui prenne les poules. Alors, les enfants faisaient 2-3 années d'école et le père en avait besoin. Les filles ont toujours fait un peu plus. Et elles allaient jusqu'à la 7e année et pouvaient enseigner après une 7e année. Alors, on nous a tenus longtemps dans l'ignorance, en accord avec l'État et la religion, pour nous garder obéissants. Oui. Et, puis, Et nous peupler, avons désobéi. grâce à Jeannette Bertrand, entre autres, au 20e siècle. Ah, ben là, c'est assez gros. Ça, c'est assez gros. Ma sœur n'a jamais été une complice, mais plutôt une adversaire. Ma sœur et moi ne semblions pas être sortis de la même souche. Nos valeurs, notre personnalité étaient complètement opposées. Elle était brusque et ne sentait guère de se préoccuper de blesser les autres. Elle aimait contrôler son entourage, ne se gênait pas non plus pour dire tout ce qui lui passait par la tête au détriment des autres. Posséder l'attention des êtres, ou être le bouffon de la soirée. Tout cela faisait partie de son curriculum vitae. Un peu la réplique de ma mère. J'allais chercher ma mère quelquefois le matin pour prendre un café au Tim Hortons et lors d'une de ces rencontres matinales, ma mère m'avait déclaré sa préférence pour ma sœur. Comment assimiler une telle déclaration? Certaines choses ne se disent pas. C'est fou ce que les gens vous ont en fait confié parce qu'ils vous ont envoyé les autobiographies. Donc, ils voulaient être vus, mais... Et ils ont eu besoin de sortir, de prendre leur bagage qu'elles avaient caché. Oui, je suis une femme heureuse, j'ai eu 12 enfants, 14 enfants, mon Dieu, je suis heureuse. Et je leur ai permis, dans un sens, je leur ai dit, dites la vérité, dites ce que vous avez sur le cœur. Et ça a sorti. Et c'est ce qui fait que c'est notre histoire. Oui, vraiment. Vous avez, comme je dis, délié des paroles, permis aux gens de mettre de l'éclairage sur quelque chose qui était caché. Qui avait caché. Mais ça demande, je veux juste demander au docteur Lucier, ça demande quand même énormément de courage. Moi, je sais que j'ai la mère d'une amie qui avait entrepris
Oui. Et quand elle a vu que c'était pas des beaux souvenirs qu'elle avait à raconter, elle a décidé d'écrire un roman puis d'arranger ça à sa façon. Fait que j'imagine que quand on a 75 ans, de retourner dans une enfance où on n'a pas été si heureux que ça, finalement. Ouais. Je crois que ce qui a aidé beaucoup, puis nous, on l'a vu beaucoup, c'est qu'eux avaient l'impression de se confier à Jeannette Bertrand. Et ils n'avaient pas nécessairement l'impression d'écrire leur vie pour les autres, mais ils se confiaient à Mme Bertrand. Puis d'ailleurs... Sans être, et sûr de ne pas être jugé. C'est ça. Puis tout ce qu'on recevait, c'était toujours adressé à Jeannette Bertrand, à notre adresse. Donc, avec un petit mot personnalisé pour elle. Donc, je crois que ça les aidait à s'ouvrir parce que c'était comme de se confier à quelqu'un en qui ils avaient confiance. Celles qui ont terminé, parce que c'est pas nécessaire que ça soit terminé cette année, là. Ça peut aller dans 2-3 ans, terminer sa biographie. Mais celles qui ont terminé me disent, ça m'a fait tellement bien. Maintenant, je peux regarder ma vie avec du recul. Alors qu'avant, tu étais encore dedans. Là, c'est comme du recul, c'est passé. Puis c'était votre objectif. Je me souviens que dans les premières capsules qu'on a écoutées, vous disiez, des fois, vous pensez que vous n'avez pas une vie intéressante, mais allez-y. Puis je vous le dis, ça va vous faire du bien. Vous voyez que vous avez atteint... C'est une thérapie. Une thérapie. C'est sûr que c'est une thérapie. Et là, on s'en va dans d'autres eaux. C'est un homme qui vous a écrit... Bon, il y a eu 88 % de femmes qui ont écrit et le reste, des hommes. Il y en a de très bonnes. Parmi. Le 17 juillet 1964 est née ma fille. Je suis devenue père et fière de l'être. C'est tout un apprentissage. Mais je me sens responsable de cette nouvelle vie et j'en suis heureux. Cependant, tout le temps, je suis toujours inconfortable avec la sexualité qu'impose mon mariage. Avec la naissance de ma fille, je découvre l'amour, je ressens cet attachement. Je suis en amour avec ma fille et je lui offre toute mon affection. Mais comme je ressens un inconfort et un malaise avec ma sexualité, tous les jours, je me questionne. Comment vais-je m'en sortir? Je ne m'aime pas de ne pas pouvoir donner toute l'affection à ma conjointe. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je suis heureux d'être père et usurpateur en même temps. Un jour, je me suis dit que j'étais incapable de m'en sortir. J'étais en voyage dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait beaucoup de circulation. Je débarque de mon auto et je me suis dit... je vais me jeter devant un camion à la dernière minute. Et puis je me suis dit, je n'ai pas le droit. Ma fille a besoin de son père et je dois faire face à la situation. Je n'ai jamais pu penser à me suicider, mais je me sentais toujours usurpateur. Toute ma vie, à partir de ce moment, j'agissais comme un straight afin de cacher ma triste réalité. Je me questionnais constamment. Heureusement que mon travail me tenait occupée, car dans ce type de poste, c'était les besoins du service. Alors, tous ces hommes qui se sont mariés malgré une homosexualité, et tous ces hommes qui ont été très malheureux, alors c'est un cas. Et quand on sait que l'homosexualité est encore un crime, je pense jusque dans les années 69, 70, même peut-être au-delà de ça, quelle honte que ces hommes-là devaient porter. Ça devait être tellement difficile. Puis... c'est très troublant. Ouais. C'est très troublant. Il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont vraiment confiés, si on peut dire, autant que les femmes. Mais d'autres, par contre, qui ont compris, voilà ce que j'ai fait. Et c'était que des faits. Alors, je les ai chicanés un petit peu. Vous êtes capable. Oui. Oui, parce qu'il faut dire que Mme Bertrand donne une rétroaction aussi sur le cours. J'ai écrit des notes à tout le monde. Mais voyons donc. Ben oui. 500. Puis, je l'ai donné à Maude, notre Maude extraordinaire. Au Centre Avantage, qui était un peu la maman de ce projet-là. Oui, c'était la maman du projet. Et puis, à qui je donne mes notes et qui les envoie, écoute, ils sont contents parce que juste se faire dire, c'est bon, continuez, mais des fois, j'ai chicané un petit peu. Oui. Vous avez tenu un courrier du cœur. Hein? 17 ans. C'est ça, vous avez l'habitude de répondre. Oui, j'ai l'habitude. Un cours ici, intéressant. On va parler de sexisme aux facultés de médecine. Je n'ai pas été à l'abri du sexisme de l'époque. Les garçons, en très grande majorité, plus d'une centaine sur 120 étudiants environ, m'ont signifié
que je devrais ouvrir ma porte seule, au diable la galanterie, car j'étais parmi les gars. Je portais souvent des pantalons, car je marchais tous les jours de 30 minutes pour me rendre à l'université. On me reprochait de m'habiller en homme et en plus de prendre la place de l'un d'eux. Donc, la vie à l'université, c'était pas mieux. Oui, parce que là, on est dans la fin des années 60, faculté de médecine, Université de Montréal. Elle explique qu'il y a 120 étudiants, juste 20 filles, puis les filles doivent se comporter comme des gars parce qu'ils ont volé une place aux gars. Voilà. D'ailleurs, ça s'est reflété beaucoup. Les premières femmes médecins, elles étaient habillées en hommes. Comme Mme Marois, qui devait porter des tailleurs sans foulard, sans boucle d'oreille, pour passer. Oui. C'était pas comme ça dans votre temps, Dr. Lucie? Ça avait changé. Ça avait changé un petit peu, vous êtes pas mal plus Maintenant, jeune. il y a 70 de filles. Il y a 70 de filles. C'est vrai? Oui. On a beaucoup de femmes médecins de famille. Jeannette, là, on s'en va avec un texte que je sais qui vous a touché beaucoup, qui m'a touché beaucoup aussi. Puis je pense qu'à partir de ce qu'on va lire, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre de notre Québec. Voilà. Je peux vous en parler un peu de la peur. On nommera pas le nom de personne. Non, le nom de personne. Ouais. À cette période de ma vie, j'ai entre 12 et 14 ans, 1961, 62, 63. Je suis dans ma 10e demeure. Ça fait 6 fois qu'il déménage. Je deviens la mère de ma mère. L'alcool rendra mon père fou. L'alcool et l'inceste vont le détruire et détruire ma famille. J'ai peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est quand je dors et que je sens une présence dans ma chambre, que j'ouvre les yeux, que j'aperçois la face du bonhomme d'en haut qui est sous, qui a bu, ça c'est son père. Ah non, il y a un bonhomme d'en haut qui a bu avec mon père une partie de la veillée, à genoux au sol, appuyé sur le coin de mon lit et qui me regarde les yeux grands ouverts. Et moi, l'apercevant, je fais semblant de rien, je me lève pour aller avertir mes parents, pour qu'ils viennent le sortir de là. Et qu'au retour, l'homme fait semblant de dormir, la tête posée sur le coin de mon lit. Oui, j'ai peur. La peur, c'est quand je me couche le soir, que je dors pendant des années avec un pied, le pied droit, qui touche le plancher au cas où quelqu'un se pointerait la face dans ma chambre. Oui, j'ai peur. J'ai peur, c'est quand mon père, depuis des mois, me fait des menaces en me disant, toi, une bonne fois, je vais te débaucher. Oui, j'ai peur. Voyons. J'ai peur, c'est quand je suis gardienne d'enfants et que mon père, qui me fait des menaces, me téléphone ou je garde en me disant, la nuit passée, je te regardais, tu dormais, tu avais l'air d'une belle petite fleur qui s'épanouit. J'ai hâte que tu reviennes. Oui, j'ai peur. La peur, c'est quand mon père charge sa carabine et qu'il dit, si j'en vois un qui bouge, je le tire, et qui couche sa carabine chargée sur la table de la cuisine à côté de sa bouteille de bière, et que ma mère et moi sommes assises devant lui et qu'il nous tient prisonnières. Là, oui, j'ai peur. La peur, c'est quand mon père frappe avec une force incroyable mon frère plus jeune que moi, en plein visage, pour aucune raison, avec une palette à mouches, et que j'entends un cri de douleur, un cri de mort qui me déchire les tripes, me fige le sang, me transperce le cœur. La douleur que mon frère a ressentie est innommable. Après ce cri, je n'ai jamais entendu un seul son. Ni pleurs, ni gémissements, rien ne sort de la bouche de mon frère, qui est dans la chambre d'à côté. Comme il doit souffrir, je veux prendre ma douleur. Je suis pliée en deux dans mon lit. Je pleure, j'ai mal pour mon frère. Je me dis, il l'a tué. Je voudrais aller le voir, le prendre dans mes bras. La nuit passe. Le lendemain matin, en voyant mon frère sortir de sa chambre, il est défiguré, mon frère. Il a le visage tellement gros et enflé qu'on ne le reconnaît plus, on ne voit plus ses trous de nez, ses yeux ont disparu. Mon père ne s'est jamais excusé ni demandé pardon. Oui, j'ai peur. Mais là, j'ai peur pour moi, j'ai peur de moi. Je sens la haine qui monte en moi et je me dis, si j'étais un homme, je te prendrais au bout de mes bras et je te passerais à travers le mur pour te faire disparaître à jamais. Le début de la haine face à mon père vient de naître en moi. C'est un long cri, cette biographie-là, un long cri contre le pouvoir du père.
ce pouvoir qui leur est donné par l'Église, qui leur était donné par l'Église. Vous êtes le représentant de Dieu dans votre famille, donc vous pouvez tout. Ce qui veut dire coucher avec votre fille, battre vos enfants, se saouler, pas gagner la vie. C'est un classique. Je m'excuse, là. C'est un classique. On vient de là, de cette brutalité. On vient de là. J'arriverais peut-être à le comprendre, le père. Ces hommes, ces ouvriers qui n'étaient pas instruits, qui n'avaient aucune chance de prospérer dans la vie, et ce petit pouvoir qu'ils avaient de battre les enfants, de faire peur à leurs femmes, bien, ils s'en servaient. C'est le seul pouvoir qu'il y avait au monde. Oui, puis ils devaient, de leur côté, on n'essaie pas de les excuser, bien sûr, parce que c'est tellement puissant ce que vous venez de lire, mais de leur côté, ces hommes-là, tout comme les femmes, devaient vivre une grande impuissance. Une grande souffrance, une puis grande c'est impuissance. souvent les plus fragiles qui vont écoper. Et l'alcool a fait des ravages. Ouais. Il n'y a pas eu je me souviens, moi, de la tempérance. Là. Bon, tu sais, cette peur-là, pourquoi les filles, on a ça? La peur de l'alcool, que le gars prenne un coup, là? Non, oui. ça parle de la peur des filles Ah, que oui. j'ai, moi. Je sors d'un restaurant, l'auto est stationnée dans une ruelle. Je dis à Donald, non, je ne vais pas y aller. Je panique, je suis avec lui. T'as peur de quoi? J'ai peur des hommes. Qu'un homme sorte puis me fasse quelque chose. Oui. L'autre nuit, je lui demande, écoute, j'ai 15 ans, je me mets les deux pieds à terre pour aller à faire pipi, et puis je reviens, puis je dis, j'ai encore d'avoir peur qu'il y ait un homme en dessous du lit. J'ai passé ma vie à avoir peur qu'il y ait un homme en dessous du lit. On est né dans la peur. La génération, on est né dans la peur. Est-ce qu'on va réussir à guérir ça? Là, je regarde, là, il y a un début de résilience dans le fait de l'écrire. J'imagine qu'on est dans un début de guérison. Bien, sûrement. Le fait de pouvoir le nommer, c'est sûr que c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire, le nommer. Oui. C'est vrai que ça a existé, c'est pas écrit par des artistes, hein. C'est écrit par du monde ordinaire. Là. Et ordinaire, c'est pas mal. Et cette peur-là, ça a été l'œuvre de ma vie. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et mon prochain livre, qui sort bientôt, en octobre, c'est sur ça. C'est sur cette peur des hommes qu'on a, alors qu'on les aime, alors qu'on veut que... Et eux autres mêmes sont peut-être commencé à être tannés de ça. Est-ce que vous voyez une lueur d'espoir? Oui. Pensez-vous que les jeunes générations vont réussir à faire... Je vois beaucoup d'espoir. Je vois beaucoup d'espoir. Je vois énormément d'espoir. Et j'espère d'être encore là dans 5-6 ans pour voir le résultat de ce dernier livre que j'ai écrit. Le dernier livre qui va sortir au mois d'octobre. C'est pas le dernier, là. Votre dernier, le dernier que vous avez écrit. Oui. Si on concluait avec ce beau projet-là, parce que là, on va vous laisser tranquille, Jeannette, vous en avez lu 500, vous avez répondu à tout le monde, vous avez sorti quelques extraits, coup de cœur, je sais que vous en auriez eu beaucoup plus. On va en rajouter sur le site Avantage. Mais si vous vouliez conclure, je vais demander d'abord à Dr. Lucier, puis je vais vous laisser la parole pour la fin. Conclure avec ce projet-là, est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là? Pas du tout. Puis je crois que ça montre que, premièrement, que Mme Bertrand comprend bien les Québécois et les Québécoises, d'avoir ressenti qu'eux avaient ce besoin-là et de voir qu'il y a toute cette richesse-là qu'on a pu mettre à jour une toute petite partie avec ce projet-là. On n'a pas fini, nous deux, là. Non, vous autres, vous êtes une équipe d'enfer, ces deux-là ensemble. Mais en tout cas, merci. On a un contrat de 25 ans ensemble. OK! Bien, merci, docteur. Puis je suis pas lâcheuse. Docteur Lucier, d'avoir eu la vision. Ma belle Jeannette Bertrand, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ces beaux Québécois qui ont posé leur vie sur le papier? Merci d'être embarqués avec moi. J'essayais de les embarquer. J'avais peur qu'ils se disent je fais des fautes. Il n'y en a pas de fautes. On les voit-tu, les fautes? S'il y en a, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, c'est pas ça. L'important, c'est que ces gens-là ont pris leur bagage qui se portait comme un poids, ils l'ont mis dans les mains des gens. Alors, ils n'auront plus ce poids-là. Et c'était reçu avec bienveillance, grâce à vous encore. Tout à fait. Jeannette, on a hâte de vous voir. Vous allez venir nous parler de votre livre. Merci de nous avoir fait vivre plein d'émotions. Et je vous dis, bravo, belle équipe, et à bientôt. Merci à vous. Merci. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre lancement en ligne. J'espère qu'on a su vous mettre l'eau à la bouche et que vous allez être nombreux à venir nous visiter au cours de l'année qui s'en vient. D'ici là,
Eh bien, prenons soin de nous. À bientôt.